Un jeune homme, un terrain de baseball, et puis le drame, une batte en plein visage. Oui, l'histoire de départ de James Clear est assez brutale. Fracture, œil abîmé, coma induit, c'est un sacré point de départ. Vraiment. Et c'est ça qui interpelle. Comment on passe de cet état, de cette quasi-destruction, à devenir une référence comme Academic All-American? C'est toute la question. Et la réponse qu'il apporte dans son livre Atomic Habits, ce n'est pas une révélation soudaine, un coup de génie. Non, c'est plus subtil. C'est la somme de tout petits changements. Des habitudes atomiques, il les appelle. Exactement. Des routines quasi invisibles, mais qui, mises bout à bout, créent des résultats spectaculaires. Notre discussion aujourd'hui va donc s'appuyer sur ce livre, Un rien peut tout changer en français, un best-seller mondial d'ailleurs. Oui, et il compile beaucoup de recherches en psycho, en neurosciences, pour vraiment décortiquer comment fonctionnent nos habitudes. Et l'objectif, pour nous, c'est de comprendre ça. Comment on construit les bonnes habitudes, celles qui nous servent, et comment on se débarrasse de celles qui nous plombent. En misant sur ce pouvoir de l'infime. Voilà. Alors, allons-y. Déballons tout ça. Après l'accident, son retour au baseball a été compliqué. Oui, il le raconte bien. Mis sur la touche, le doute qui s'installe. C'est dur. Et puis, à l'université Denison, il y a eu un déclic. Il a changé d'approche. Au lieu de viser le grand retour impossible tout de suite, il s'est focalisé sur des trucs basiques en fait. C'est ça. Se coucher tôt, garder sa chambre rangée, ça peut paraître bête, mais Améliorer ses méthodes de travail, des petites choses, minuscules. mais régulières. Et ça a tout changé petit à petit. Les notes sont remontées, la confiance aussi, il a repris la musculation, gagné du poids, de la force. Des petites victoires qui, accumulées, l'ont mené à cette distinction académique all-américain. Incroyable quand on pense d'où il partait. Ça illustre parfaitement ce concept d'effet cumulé. Un peu comme l'exemple célèbre de l'équipe cycliste britannique, non? Avec Dave Brailsford. Ah ouais, excellente analogie. Une équipe qui stagnait, et puis Brailsford arrive avec cette idée folle, améliorer chaque détail de 1%. Les selles des vélos, le gel de massage, l'alcool sur les pneus pour l'adhérence, même les oreillers pour mieux dormir. Des micro-ajustements. Pris isolément, ça semble dérisoire, presque ridicule. Mais le résultat? Le résultat a été une domination quasi totale. Des dizaines et des dizaines de médailles, des victoires au Tour de France. Tout ça grâce à l'agrégation des gains marginaux. C'est fou. Mathématiquement, il le montre bien. S'améliorer de 1% chaque jour. Ça te rend presque 38 fois meilleur à la fin de l'année. Alors que si tu régresses de 1% chaque jour, tu finis proche de zéro. C'est vraiment l'idée des intérêts composés, mais pour soi-même. Les habitudes sont l'intérêt composé de l'amélioration personnelle. C'est sa phrase. Exactement. Et nos résultats actuels, notre poids, notre compte en banque, nos connaissances, ce sont juste des indicateurs en retard de nos habitudes passées. On obtient ce qu'on répète finalement. La trajectoire est plus importante que la position actuelle. C'est ça. Ce qui est fascinant ici, c'est pourquoi c'est si dur de tenir au début. Oui, ce fameux plateau du potentiel latent. On fait des efforts, on met en place une nouvelle habitude et rien. Pas de résultat visible. C'est décourageant. Il utilise l'analogie du glaçon. La température monte, -4, -3, -2, -1 degré. Toujours de la glace. Et puis, à 0 degré, paf, le changement majeur. Toute l'énergie accumulée se libère d'un coup. C'est ça. Ou le bambou, qui passe des années à développer ses racines sous terre, invisiblement, avant d'exploser de plusieurs mètres en quelques semaines. Cette phase invisible, c'est la vallée de la déception. C'est là qu'on abandonne souvent. Parce qu'on ne voit pas les progrès, mais ils s'accumulent. Il faut juste persévérer, traverser ce plateau. D'accord. Alors, comment le cerveau crée ses routines? Quel est le moteur derrière? C'est une boucle assez simple en fait, que le cerveau adore pour économiser de l'énergie. 4 étapes. Ok, vas-y. 1. Le signal. C'est le déclencheur, ce qui lance l'habitude. Ça peut être un lieu, une heure, une émotion. Mhm. 2. L'envie. C'est la motivation, le désir de changer d'état qui est associé au signal. On n'a pas envie de l'habitude elle-même, mais du résultat qu'elle promet. Je vois. Troisième étape? La réponse, c'est l'habitude en elle-même, l'action ou la pensée. Et enfin? La récompense, la satisfaction qu'on tire de l'action. C'est ce qui dit au cerveau « Hey, ça valait le coup, retiens cette boucle ». Et ça renforce le cycle pour la prochaine fois. Signal, envie, réponse, récompense. Simple mais puissant. Très. C'est basé sur des travaux anciens comme ceux de Thorndike avec ses chats dans les boîtes. Apprentissage par essai-erreur, association, action, récompense. Et hop, automatisation.
Le cerveau est une machine à créer des habitudes pour libérer notre esprit conscient pour d'autres tâches. Exactement. Et ça nous amène à une distinction importante que fait Clear. Oui, celle entre objectif et système, inspirée de Scott Adams, le créateur de Dilbert. C'est ça. Beaucoup de gens se concentrent sur les objectifs. UN, je veux perdre 10 kilos, je veux écrire un livre. Ce qui n'est pas mauvais en soi si... Ça a des limites. D'abord, les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Ce n'est pas l'objectif qui fait la différence. Ah oui, pas faux. Ensuite, atteindre un objectif, c'est souvent un changement ponctuel. Tu ranges ta chambre une fois, objectif atteint, mais si tu n'as pas un système pour la garder rangée, elle redeviendra un chaos. L'objectif traite le symptôme, pas la cause. Je vois. Et il y a d'autres problèmes? Oui, les objectifs peuvent limiter le bonheur. Je serai heureux quand j'aurai atteint X. Et après? Souvent, il y a un vide ou un retour en arrière, l'effet yo-yo. Ils sont parfois en conflit avec le progrès sur le long terme. Donc il vaut mieux se concentrer sur les systèmes. Les processus, c'est ce qu'ils recommandent. Le système, c'est le processus que tu suis régulièrement. Si tu es coach, ton objectif, c'est de gagner le championnat. Ton système, c'est ce que tu fais à l'entraînement chaque jour. Et c'est le système qui, au final, produit les résultats. Voilà. Et pour construire des systèmes qui tiennent, ils proposent d'aller encore plus loin, au niveau de l'identité. Les 3 niveaux de changement: résultat, ce qu'on obtient; processus, ce qu'on fait; et identité, ce qu'on croit être. Exactement. Et le changement le plus durable vient de l'identité. Il faut commencer par se demander « Qui est-ce que je veux devenir ?» Plutôt que « qu'est-ce que je veux accomplir ?» Donc pas « je veux courir un marathon », mais « je veux devenir un coureur ». C'est ça. Chaque fois que tu vas courir, même 5 minutes, tu émets un vote pour cette identité de coureur. Chaque page que tu lis vote pour lecteur. Chaque fois que tu choisis une option saine, tu votes pour personne en bonne santé. Et ces votes, répétés, finissent par changer notre perception de nous-mêmes. L'habitude devient une partie de qui on est. Précisément. Le but n'est plus seulement d'atteindre un résultat, mais d'incarner cette nouvelle identité. C'est beaucoup plus motivant et durable. Ok, c'est un changement de paradigme assez fort. Et ça nous mène logiquement aux fameuses 4 lois du changement de comportement qu'il détaille. Comment on met tout ça en pratique? La première loi, c'est rendre évident. Il faut que le signal, le déclencheur de la bonne habitude, soit clair, visible, impossible à manquer. D'abord, prendre conscience de ses habitudes actuelles. Il suggère la Habit Scorecard, une fiche où on note toutes nos routines quotidiennes, sans jugement, juste pour voir. Rendre l'inconscient conscient, comme disait Jung. C'est l'idée. Ensuite, planifier. Pas juste dire « je vais faire plus de sport », mais utiliser une intention de mise en œuvre. Le fameux X, je ferai habitude X à telle heure Y dans tel lieu Z. Ça augmente drastiquement les chances de le faire. Oui, ou l'empilement d'habitudes. Après mon habitude actuelle, je ferai ma nouvelle habitude. Genre, après avoir bu mon café du matin, je méditerai 1 minute. Ça ancre la nouvelle habitude à quelque chose qui existe déjà. Malin. Et l'environnement joue un rôle clé aussi, non? Énorme. Il faut rendre les signaux des bonnes habitudes évidents dans notre environnement. L'étude d'Anton Dyke à la cafétéria est parlante. Ah oui, juste en mettant les bouteilles d'eau plus en évidence, la consommation a grimpé. Exact. Donc, si tu veux manger plus de fruits, mets la corbeille de fruits bien en vue sur le comptoir. Si tu veux faire du sport le matin, prépare tes affaires la veille bien visibles. Rendre le bon choix le choix le plus facile et évident. Un espace, un usage, il dit aussi. Dédier un lieu à une habitude. Tout à fait. Et pour l'inverse de cette loi, pour briser une mauvaise habitude. Logiquement, rendre invisible. Exactement. Réduire l'exposition aux mauvais signaux. L'exemple des vétérans du Vietnam et de l'héroïne est assez incroyable. Oui, une majorité était dépendante là-bas. Mais à leur retour aux États-Unis, dans un environnement totalement différent, 9 sur 10 ont arrêté sans cure de désintox. Parce que tous les déclencheurs liés à leur consommation avaient disparu. Le changement radical d'environnement a été la clé. Donc, si on veut moins regarder son téléphone, on le met dans une autre pièce. Si on veut arrêter de grignoter devant la télé, on sort la nourriture de la pièce ou la télé de la chambre. C'est ça, contrôler l'environnement est souvent plus